Bon, moi je suis prêt, c'est quand tu veux, Gilles. Eh ben d'accord. C'est parti. Monsieur Delpont, bonjour et merci de nous accorder le 3e entretien avec Canal Pourpre depuis que vous êtes élu député de la circonscription. Bonjour. Ça va bien, merci. Donc on s'est vu en décembre 17, en avril 18 et donc en février 19. C'est sympa de nous accorder un peu de temps pour ça. Alors comme d'habitude, on va essayer de faire le point en effet de votre activité. Un point un peu chargé, parce que depuis avril dernier, il s'est quand même passé pas mal de choses. Évidemment, il y a l'épisode, les 14 semaines de Gilets jaunes, à quoi on ne pourra pas échapper. On va en parler sans doute. Et puis, nous avons reçu votre 3e lettre d'info depuis que vous êtes élu, qui vient de sortir, hein, je crois. C'est ça, tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Où en quelques pages, donc vous essayez de résumer un peu vos objectifs, vos actions à l'Assemblée, sur le territoire, etc. Bien, vous avez dit que ça allait, mais bon, l'ambiance en France ne dit pas trop que ça va. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, donc il y a le phénomène gilet jaune qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Bon, toutefois, on a lancé un grand débat. Oui. Je pense que c'est l'occasion d'échanger, l'occasion justement... Alors, vous venez de nous dire que vous êtes allé justement à un débat à Prégorieux hier soir. Exactement. Hier soir, j'ai fait un débat public. C'était le premier auquel vous étiez ou... Non, j'en avais fait un aussi à Périgueux, avec La République En Marche. Et là, c'était le maire de la Monzie-Saint-Martin qui l'avait organisé. Et donc, il m'avait invité comme témoin. Et en fait, j'étais dans l'obligation de répondre à pas mal de questions. Et c'était un dialogue, c'était des échanges. Vous vous êtes pas fait engueuler Oh, mais écoutez, il y avait, pas personnellement, mais au niveau national. Non, je dis ça parce que j'ai vu que votre permanence à Bergerac avait tout de même été un petit peu... Oui, bon, ça s'est fait des affiches. Quelques affiches, je ne sais pas si c'est vraiment les gilets jaunes, tout le monde proposait des affiches. Oui, mais enfin, bon, qui était un petit peu... anti-Delpont. Non, c'était par rapport à la loi anti-casseurs, en fait, et qui a été votée la semaine d'avant. Vous l'avez votée aussi? Je l'avais votée, oui, parce que je considérais que c'était une loi plutôt dans le style anti-hooligan, qui fonctionne dans les stades de sport, de foot notamment, puisque c'est moins prégnant sur le rugby, mais par rapport au fait que cette loi avait été mise en place pour la Coupe du Monde et ça a fonctionné. Effectivement, il n'y a pas eu de problème pendant la Coupe du Monde. Vous n'avez pas suivi vos collègues de La République En Marche qui étaient plutôt Ah ben si, puisque nous sommes 387 à l'avoir voté. Oui. Donc il y a eu 50 abstentions, effectivement. C'est ça, c'est la première fois, je crois. Oui. Oh non, il y a eu d'autres abstentions. Moi, j'ai été abstenu pour le glyphosate. Il y a eu d'autres cas de figure. À ce niveau de 50? Oui, bien sûr, au niveau de la loi nationale, oui. Bien sûr. Donc La République En Marche n'est pas ce bloc qu'on imagine. Effectivement, c'est faux, puisque on peut voter en fonction de nos convictions et pas nécessairement de la loi qui est proposée. On peut s'abstenir ou voter contre. D'accord. Donc, ce moment de mécontentement sur votre permanence, à votre avis, c'est pas très... Écoutez, c'était sur ce sujet, donc on s'est expliqué hier soir, on en a discuté. J'ai reçu, moi, 3 fois les gilets jaunes. Je même été animé pour les recevoir. Donc, on échange. Ils m'ont remis pas mal de rapports. Je vais faire remonter au gouvernement leurs propositions, leurs revendications via la préfecture. Donc, voilà pour ce qui est du débat. Il y en aura d'autres, puisque je vais faire un autre débat ce soir à Villefranche-de-Longchamp. Et ensuite, il y en aura un autre à Moulay-Dié le 1er mars. Voilà. Vous vous êtes déjà fait une petite idée générale, enfin, de votre point de vue de cette affaire? Ah ben oui, puisqu'on retrouve à peu près toutes les mêmes revendications depuis des semaines et des mois. En réalité, ça apporte beaucoup sur le pouvoir d'achat. Essentiellement sur le pouvoir d'achat. Et vous insistez aussi sur les difficultés de déplacement. Alors voilà, c'est lié aussi des questions de ruralité, difficultés de déplacement sur les mobilités du quotidien. Mais ça, on va en parler puisqu'on a des réponses. Vous êtes à une commission, je crois, qui va s'en occuper. Oui, je suis donc responsable du texte de la future loi L'Homme sur les mobilités, qui est en fait un projet, une prospective à 10 ans sur les mobilités en France.
Ce que je voulais dire, oui, il y a beaucoup de retraités, effectivement, dans ces réunions. Ouais. Peu de jeunes, quelques actifs quand même, bien sûr, mais beaucoup de retraités et qui portent sur la CSG, bien sûr, depuis il y a eu une réponse du président de la République, mais enfin, ça a commencé comme ça. Et paradoxalement, on ne parle plus d'emploi, on ne parle plus de chômage, on ne parle plus de transition écologique. C'est assez curieux comme... La transition écologique, elle n'a pas du tout été question. Si, là, on en a parlé à la fin, hier soir, juste à la fin. Mais on n'a pas pu le développer, donc, puisqu'en fait, c'est parti de là, des taxes carbone. Donc, voilà un peu le schéma, mais en réalité, 80% c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, ça, c'est une revendication, disons, qui vous paraît juste? Bien sûr, il y a eu une réponse déjà que j'avais encouragée du président de la République, parce que j'avais eu des échanges avec le président juste avant, sur le pouvoir d'achat, les fameux 11 milliards qui ont été accordés à différents critères, selon différents critères. C'est ça. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire de plus sur cette question-là, mais enfin, surtout les retraités, c'était la CSG qui a été remontée. Le seuil, on va dire, était passé de 1 200 € à 2 000 €. Voilà. Alors après, on va voir ce qu'on est capable de faire en matière de budget pour les autres revendications. Dans votre papier, là, vous déclinez un peu tout ça, mais c'est vrai que ce sont des mesures, comment dire, diverses, partagées. Une solution genre accord de Grenelle, hausse générale des salaires, ne vous paraît pas à l'ordre du jour? Si, pourquoi pas. Si. Pourquoi pas, hein. Vous savez, moi, l'augmentation du pouvoir d'achat, pour moi, c'est aussi une forme de croissance à travers la consommation, puisque on retrouve déjà des critères positifs dans la consommation. Vous savez, les chiffres de la France, malgré ces phénomènes gilets jaunes qui ont bien bloqué les commerçants pendant des mois, le week-end, eh bien, les chiffres restent bons. Les chiffres restent bons en matière d'abord d'emploi, puisque le chômage est à la baisse, est en dessous de 9 points et passé à 8,8, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. Ensuite, en termes de croissance, de consommation, ça ne se porte pas si mal. Et en termes de création d'entreprises également, si vous regardez bien même les chiffres à Bergerac, il y a moins d'entreprises en sauvegarde ou en dépôt de bilan qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une reprise de la croissance. Et j'espère qu'en 2020, parce que bon là, le début de 2018-2019 c'était décalage, j'espère qu'en 2020 on aura des résultats tangibles sur les mesures que nous avons prises et les projets de loi que nous avons votés. Est-ce que donc ça voudrait dire que nous autres gilets jaunes, si je peux dire, au fond on est plutôt mal informés, c'est-à-dire on n'est pas au courant de ces progrès que vous signalez et de ces améliorations? Oui, effectivement, souvent c'est un problème de communication. Il y a beaucoup de projets de loi qu'on a votés, qui sont appliqués, que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'aides, d'ailleurs aussi, on l'a vu, qui ne sont pas utilisées. Voilà, qui ne sont pas utilisées, on le sait, ça a été évoqué dans différents débats. Mais moi, je considère quand même que les mesures que nous avons prises, le Code du travail, réforme de la SNCF, et différentes réformes, Egalim pour l'agriculture, tout ça, c'est en train de produire ses effets. Parce que, comme vous le savez, quand on fait un projet de loi, il faut attendre parfois des mois pour qu'il soit en application. Je prends Egalim, ça fait 18 mois que je travaille dessus. On l'a voté à l'automne et c'est applicable qu'en janvier. Et oui. Voilà. Donc, il y a une certaine lenteur. Alors ça, j'y tiens parce que c'était quand même une volonté pendant la campagne du président de la République et des syndicats agricoles de redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs. On l'a fait. Aujourd'hui, il faut attendre bien sûr l'évaluation. Alors c'est vrai que certains, je vous donne des critiques déjà, certaines critiquent que ça se traduit par des hausses des produits alimentaires dans les magasins, mais effectivement, on ne peut pas trouver, il n'y a pas de miracle. Si on augmente les prix à la production, nécessairement le prix à la région se répercute. Sauf que les centrales d'achat doivent jouer un rôle régulateur. Et c'est à ça qu'on leur demande d'être responsables. Et moi qui suis quand même qui était négociant en vin, qui négocie avec eux pendant 35 ans, je sais qu'ils peuvent le faire. Et j'attends, on attend, le ministre de l'Agriculture attend un retour des centrales d'achat en matière de
pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur les premiers prix, les prix de première nécessité. D'accord. Et donc, il y a des réflexions à avoir sur ce sujet. Juste pour terminer avec l'affaire des Gilets jaunes et tout ça, vos collègues de Dordogne, les autres députés, partagent vos points de vue là-dessus. Oui, complètement. Donc, que ce soit les deux tendances, c'est-à-dire la République en marche ou le Modem, nous sommes en phase sur ces questions-là. D'accord. Vous avez pu les rencontrer, ils ont fait, ah oui, eux aussi, ils ont fait des réunions. On se voit régulièrement à Paris, j'ai fait des réunions avec eux, on va se voir à nouveau prochainement sur le département, donc là-dessus, et même le sénateur, je rajouterai, Bernard Cazeau, qui fait partie de la majorité présidentielle. D'accord, si, oui, pardon, vas-y. Puisqu'on est sur les Gilets jaunes, une dernière question par rapport à la loi que tu as votée, on se tutoie parce qu'on se connaît, la loi que tu as votée, la loi dite anti-casseurs, en fait, c'est la loi visant à prévenir les violences. Il y a quand même une petite inquiétude, moi il me semble, du fait qu'elle autorise les préfets à interdire certaines personnes de manifester. Le critère n'est pas très clair, il faut qu'il y ait des sérieuses raisons. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des sérieuses raisons. Et puis bon, tout le monde l'a dit, est-ce qu'un prochain gouvernement pourrait utiliser cette loi pour empêcher... Parce que quand tu fais l'analogie avec la loi anti-hooligan, c'est quand même du sport, mais là, quand il y a des manifestations sociales pour défendre des intérêts sociaux... Moi, j'ai entendu hier soir, encore, disant, mais tenez les casseurs à l'écart, puisque nous souhaitons manifester de façon pacifique. Et c'est la volonté de cette loi, c'est que les manifestants puissent manifester en sécurité et qu'on puisse éloigner les casseurs, parce qu'on le sait bien, on le voit bien, ils arrivent vers 17h quand la nuit tombe pour créer des divisions. Donc l'objectif, c'est justement de faciliter la tâche des manifestants et de leur service d'ordre. Après, je suis d'accord que le préfet a le pouvoir un pouvoir supplémentaire, sauf qu'il y a aussi derrière le juge qui peut être saisi. Alors c'est vrai que c'est un peu lourd comme formule. Le temps que le juge soit saisi, ça peut prendre un peu de temps. Je vais prendre un exemple très simple, les lycéens qui ont manifesté il y a 2 jours, ou hier, à Paris, à la suite des lycéens belges et hollandais pour la transition écologique, en tout cas pour pousser le gouvernement à agir. Bon, parfois, c'est des lycéens qui organisent des manifestations qui n'ont pas forcément l'habitude. Et on pourrait très bien envisager qu'un préfet fiche ces lycéens, puisqu'il pourrait représenter un trouble. Parce que trouble à l'ordre public, ça veut dire une manifestation qui n'est pas forcément planifiée, autorisée. Donc, c'est très large. C'est pas simple. Ça peut aller au-delà des casseurs. Ça peut être des organisations syndicales. Donc, à mon avis, il y a un petit risque. Est-ce que quand vous avez discuté cette loi, tu as songé à ça ou... Oui, bien entendu. En fait, une manifestation en France, ça se déclare d'un point A à un point B. On constate que quand il y a eu des débordements, c'est qu'en fait, la manifestation est sortie justement de ces paramètres. Non, moi là-dessus, je ne suis pas inquiet. Puis, de toute façon, elle va être retravaillée au Sénat. Et puis on va voir un peu ce que le Sénat en dit dans les jours qui viennent. Quelqu'un disait qu'il faut rester dans les clous comme Jésus-Christ. Oui, d'accord. Ok, merci. Merci. On peut en venir donc à cette mobilité dans la commission que vous allez... Ouais. Alors, en fait... Juste un truc, dans votre papier, là, vous insistez sur la difficulté il faudrait des solutions alternatives à la dépendance, à l'usage individuel de la voiture. Oui. Donc, on pense à votre cher hydrogène. C'est un peu complémentaire de mes activités à l'Assemblée, où je travaille aussi sur les énergies renouvelables. C'est ça. Donc, après avoir fait la loi État généraux d'alimentation, je me suis engagé beaucoup sur la transition écologique et énergétique, sur les énergies renouvelables. Donc, vous les connaissez, on parle du solaire, de photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation, voire de l'hydroélectrique et de l'hydrogène. Et moi, je suis un fervent partisan de l'hydrogène. Je ne vais pas tout redévelopper, mais c'est un peu lié. Et pour ce qui est alors de la loi mobilité, on touche à ces paramètres, on touche à ces éléments, c'est de savoir comment on va se déplacer demain, comment on va se déplacer dans nos territoires ruraux. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. La loi n'est pas encore travaillée. On va se mettre au travail au mois de mai. Donc ça sera certainement voté en juin, je suppose, s'il n'y a pas de décalage supplémentaire. Donc l'idée, c'est
trouver l'énergie de demain, et ensuite, comment on se déplace de façon collective ou individuelle. Sachant le règne de la bagnole d'aujourd'hui. Quelque part, mais vous savez, il y a des transports scolaires qui existent, on peut faire des transports pour les entreprises. Transports gratuits, pourquoi pas, aussi, ou subventionnés pour les employés d'une grosse entreprise. Une solution, c'est les transports en commun. Ouais, ah oui, oui, c'est la solution numéro 1. Dès qu'on peut se passer de la voiture, c'est un fait, c'est la première économie. On va parler du plan vélo, on va parler d'autres hypothèses, et de la voiture électrique ou hybride, ou à hydrogène. Donc, si demain on a des voitures à hydrogène comme, je l'espère, comme le train à hydrogène qui a été mis en service en Allemagne, donc déjà, on dépollue quelque part, parce que c'est quoi? C'est la qualité de l'air, déjà. Bien sûr, après les économies, mais la qualité de l'air, le premier point, c'est quand même arrêter les énergies fossiles et en venir aux énergies renouvelables. Énergie fossile, on sait très bien qu'on n'en aura plus à terme. Donc, l'énergie renouvelable, et notamment l'hydrogène, c'est redonner l'autonomie énergétique à la France, énergétique et politique. C'est vraiment géopolitique le sujet. Et si demain on peut être autonome en matière d'énergie, ça change tout. En matière d'import-export, et puis en matière de pollution. Voilà, alors les deux sujets sont liés, pollution et économie énergétique. Alors après, moi je sais bien que pour la voiture, ça sera plus long, puisque là on travaille déjà pour mettre des bornes électriques un peu dans les stations, dans les parkings. À Paris ça fonctionne, à Paris il y a des voitures à hydrogène, il y a déjà 200 taxis Hype à hydrogène qui fonctionnent depuis plusieurs mois, depuis déjà 2 ans. Donc, on sait le faire, on peut le faire, simplement il faut des moyens. Et là, je vais dire qu'il faut des moyens exceptionnels, peut-être européens, comme ça s'est déjà passé pour les Airbus. Moi, je veux dire, le problème de l'hydrogène, c'est le problème, comme l'Airbus. On a créé l'Airbus, on a créé aussi des centrales nucléaires en France, sous De Gaulle. Après la bombe atomique, etc. Bon, mais finalement, aujourd'hui, on vit avec cette énergie nucléaire, mine de rien, qui est décarbonée quand même, il faut le préciser. Mais avec beaucoup d'autres dangers. Moi qui suis un survivant du tsunami, je ne suis pas favorable aux centrales nucléaires. J'ai vu ce qui se passait au Japon, j'ai compris. Et nous sommes sous les vents de la centrale du Blayais, vous le savez. Ça. Donc, il y a des dangers. Mais pour l'instant, on en profite, puisque c'est décarboné. Mais dites-moi, cette histoire de mobilité, de voitures et de routes, alors bon, les transports en commun, ok, mais du coup, ça touche un peu à ce qui se passe en Dordogne aussi. Là, le contournement de Beynac, dans cette optique-là, vous paraît une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça faciliterait au bout? Alors, il y a plusieurs projets. Il y a le projet Beynac, il y a le projet de la RN 21, il y a le projet du barreau Langon-Mussidan, on va simplifier. Hein. Moi, je pense que la RN 21 et le barreau se défendent. Alors, quelle sera la priorité? Je n'en sais rien. Ça a été discuté au dernier conseil municipal de Bergerac. Là, ça a été évoqué. Mais vous savez que Juppé, avant de partir, d'ailleurs, avait donné un avis favorable un peu à ces barreaux pour contourner Bordeaux. Parce que bon, ça touche un peu notre circo, parce que Mussidan, c'est quand même chez nous. Ça peut créer de l'emploi à l'échangeur de Mussidan, s'il est renforcé. Déjà, regardez au Lèche, il y a déjà des entreprises. Ça peut créer un afflux d'entreprises sur ce secteur, parce que les terrains sont moins chers, on peut se déplacer, on est en phase avec l'autoroute. Et en plus, ça peut dépolluer tout Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est vraiment saturé. Quelque part, ça peut faire contourner tous les camions qui viennent d'Espagne et qui traversent l'Europe passeront par là. Et c'est vraiment, ça peut être une chance pour la dépollution et surtout ce qu'on appelait la super rocade de Bordeaux, qui ne passera jamais à l'ouest, il faut qu'elle passe à l'est. Donc de Bordeaux. Et en même temps, pour nous, ça peut être créateur d'entreprise sur notre secteur. Après la RN 21, je suis d'accord. Aussi, toutefois, déjà commençons par le contournement de Périgueux. On a le contournement de Bergerac. Moi, je trouve qu'ici, c'est assez satisfaisant. Mais faisons déjà le contournement de Périgueux, parce que si vous voulez passer du nord au sud à Périgueux, vous mettez plus de 2 demi-heures. J'étais l'autre jour à Sorges, c'était en matière de trajet, vous ne pouvez pas savoir combien de temps vous allez mettre. Donc déjà qu'il fasse le contournement de Périgueux en priorité.
numéro 1. Et celui de Beynac, Celui de Beynac, alors là, d'abord c'est la loi. C'est un peu autre chose. Non, je répondrai qu'une chose là-dessus. Il faudrait que, pour les recours, qu'il y ait une date butoir. Ouais. Qu'au terme de cette date butoir, on commence les travaux. Donc c'est là qu'il y a quand même un hiatus. Pourquoi ne pas imposer une date butoir sur ce genre de projet le Conseil à tous les recours s'est prononcé. Eh bien oui, mais donc pourquoi on a commencé les travaux avant? Donc voilà. C'est pas la faute du Conseil d'État. Ça c'est la question. Non, mais c'est pour le recours, et il faudrait qu'il y ait une date butoir, et ensuite on passe aux travaux pratiques. Bon, alors maintenant que les travaux sont engagés, bien sûr, c'est quasiment du gaspillage de ne pas le finir. Donc, vous n'avez pas peur de la politique du fait accompli, s'il y avait ce butoir dont vous parlez Ah ben non, puisque s'il y a une date butoir pour les recours, bien ensuite, une fois que tout est décidé, on fait ou on ne fait pas. Eh ben, c'est bien le cas. Enfin, mais non, puisque là, il y a eu un recours qui a été porté. Oui, d'accord, mais il n'y avait pas de date butoir, donc il aurait fallu l'attendre avant de commencer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, écoutez, voilà où nous en sommes. Moi, je défends donc la RN 21 et le barreau, qui est pour moi tout aussi important pour la Dordogne, l'ouest de la Dordogne, on va dire, hein, et pourquoi pas imaginer d'ailleurs des créations d'entreprises dans ce secteur. Vous parlez plutôt en termes de création de nouvelles routes, etc., plutôt que d'aménagement de ce qui existe, c'est ça? Parce qu'on pourrait imaginer que... Non, parce que la RN21, elle existe, donc oui, mais il faut l'améliorer. Oui. Non, moi je réfléchis aussi à créer des clusters d'entreprises dans nos territoires. À Bergerac, mon intention, et c'est un peu d'ailleurs, si vous avez bien lu mon journal, mon objectif c'est de faire venir des entreprises à Bergerac sur les énergies renouvelables. Donc créer un cluster, grappe d'entreprises, on appelle ça aujourd'hui, sur l'hydrogène par exemple, qui pourrait s'installer à l'Escat, où il y a des espaces disponibles, on peut faire des choses. En même temps, si en parallèle le train hydrogène vient à Bergerac, on pourrait l'approvisionner. Donc ça donnerait une image moderne et vertueuse à notre département. Ça raccourcirait les distances, parce que milieu de rien, moi je vais à Paris toutes les semaines, donc pour l'instant c'est un peu compliqué, je prends ma voiture pour aller au parking de la gare Saint-Jean, et puis je monte à Paris. Vous ne passez pas par Mussidan? Ah non, je prends le TGV à 2h04, c'est beaucoup mieux, mais en revanche, je vais à Bordeaux, ça me met 3h15, 3h30. Si on a un train demain à hydrogène qui fait Bergerac-Bordeaux en moins d'1 heure, bon, mais on est à 3 heures de Paris, c'est formidable. Moi, je ne prends plus l'avion depuis. Je ne prends plus l'avion depuis que la LGV existe, depuis le 1er juillet 2017. D'accord, ok. Donc c'est ça les mobilités, c'est trouver du collectif, développer le collectif, trouver des initiatives dépolluantes et en même temps, après, engager d'autres alternatives. À travers la communauté d'agglomération, on peut faire des choses. Vous avez la voie verte qui existe. Bon, ça c'est des loisirs, mais demain, c'est intéressant pour le tourisme. Donc, moi j'ai fait, vous savez, une sortie à vélo hydrogène à la rentrée, en septembre. Bon, mais ça a eu beaucoup de succès, parce qu'en fait, d'abord j'ai inauguré, entre guillemets, le tronçon de la voie verte qui était faite et qui était terminée, et en même temps, j'ai rencontré tous les maires qui étaient dans cet axe. Bon, mais en 2 jours, j'ai fait 100 km avec un vélo hydrogène, et ça a été... C'était une façon de dire que ça fonctionnait, déjà. Et en même temps, j'ai trouvé la voie verte remarquable. J'encourage les gens à la fréquenter déjà, parce qu'elle est déjà terminée à partir de Creil. Une petite remarque sur les mobilités, pour revenir à Beynac, et terminer peut-être là-dessus. Ce matin, il y avait un rassemblement, un appel à manifester du président du conseil départemental pour l'achèvement des travaux. Donc cette manifestation, en quelque sorte, elle était contre la décision du Conseil d'État. Et puis, ce qui était assez inédit, ce qui m'a paru personnellement assez scandaleux, c'est l'utilisation des services de communication du conseil départemental pour cette manifestation complètement unilatérale. On n'est pas du tout dans le débat. Que ça soit. Et il y a même eu des lettres aux maires qui ont été envoyées par Germinal Perrault, appelant les maires à participer à cette manifestation. Je crois que ta collègue Jacqueline Dubois a même fait un communiqué trouvant ça assez étrange.
Est-ce que toi, tu as eu des retours de maires, même si c'est pas la circonscription, pas vraiment, mais où est-ce que tu as vu ou rencontré Jérémy Delperrot? Moi, je trouve ça assez étonnant. Qu'est-ce que tu penses de cette propagande du conseil départemental qui est très unilatérale? C'est pas un débat, Oui, effectivement. Moi, je n'ai pas été sollicité et je n'ai pas eu de contact avec les maires sur ce sujet. Je vous ai répondu sur la notion de... Oui. Il n'y a que 16% des maires qui le soutiennent de toute façon, hein, donc c'est pas énorme. Voilà. Donc, moi, juste une petite dernière chose, si ça ne vous embête pas, c'est... vous avez été élu il y a 2 ans. 18 mois. 19. 18 mois, pas 2 ans. Même chose pour M. Macron. Ça ne vous interroge pas, ce fait que moins de 2 ans après un grand succès, quand même, vous faites partie de cette vague dont on a beaucoup parlé, hein, les nouveaux élus, ça ne vous inquiète pas ou ça ne vous interroge pas le fait que moins de 2 ans après, je ne dirais pas que la France est dans la rue, mais quelque chose comme ça, quand même, les gens n'ont pas l'air contents, quoi. Alors qu'ils ont voté massivement il y a moins de 2 ans. Si, ça m'interroge. Et je suis ils n'ont pas voté massivement, excusez-moi, mais bon. Je suis un peu surpris parce que, justement, dans les débats, on entend renouvellement de la classe politique. On l'a renouvelé. Donc, on a renouvelé de façon considérable. Donc, il y a 315 nouveaux députés qui viennent de la société civile. Donc, ils ne sont pas des cumulards, qui ne sont pas des politiciens. 50% de femmes qui ont amené un autre esprit. Et je peux vous dire qu'elles travaillent, que c'est assez impressionnant. Donc, ça crée un dynamisme. Et moi, j'étais vraiment enthousiasmé par cette nouvelle génération qui arrivait à l'Assemblée. Donc, vous avez été d'autant plus surpris de voir... Oui, complètement. En fait, c'est venu de ces questions qu'on a évoquées tout à l'heure, de pouvoir d'achat, de taxes. Au départ, c'est la taxe sur les carburants qui a déclenché le processus. Mais bon... il faut que je corrige, c'est pas un vote massif qui a amené M. Macron. Non, c'est un vote. C'est un vote à la française, c'est-à-dire tout de même avec 40% d'abstention, et puis voilà. Donc c'est pas massif. Sur ce sujet, on en a parlé hier soir aussi. Est-ce qu'il faut engager le vote obligatoire pour que les choses soient claires, avec le vote blanc, tenir compte du vote blanc, et en même temps, pourquoi pas le vote obligatoire? C'est une question qui a été posée. Le vote blanc, on en tient compte. Enfin, oui, le comptabiliser. Le Conseil constitutionnel le comptabilise. Mais il y a ça qui est quand même très surprenant. Et puis, je ne sais pas, même certains députés de la République En Marche remettent un peu le cumul des mandats sur le tapis en disant mais peut-être qu'on s'est gouré, il faudrait peut-être remettre un peu de cumul. Non, je ne suis pas favorable. Non, vous n'êtes pas du tout là. Non, je ne suis pas favorable et je suis très prudent sur la proportionnelle aussi, parce que c'est ingouvernable. Donc on l'a vu sous la 4ème République, attention à ça, un excès de proportionnelle. Qu'est-ce qui reste alors? Le cumul des mandats, je ne suis pas favorable. Moi je vois qu'en tant que député, je suis à 100%. Si on veut vraiment faire le travail, on ne peut pas avoir de mandat. Bon, alors on ne fait pas le travail. Mais qu'est-ce qui reste alors? Le référendum? Je termine sur les députés, parce que normalement on doit réduire le nombre de députés comme de sénateurs. Moi, j'ai une circonscription qui fait 80 000 habitants. Si on n'est plus que 2 sur le département, ça va être très compliqué. Je suis bien d'accord. Ou du moins, alors on nous dit on ne s'occupe plus du tout de la circo. On est dans l'hémicycle, on travaille dans les commissions, mais on ne s'occupe plus de la circo. Il faut que les choses soient claires. Que les sénateurs, bon, ça c'est leur problème, je connais moins le fonctionnement. Peut-être que aussi, et comme il y a aussi le Conseil économique et social et environnemental qui sera réformé, donc il y a 3 assemblées quand même, il faut le savoir. Donc on verra ce qui va en sortir. Qu'est-ce qu'il faudrait? Une 4e assemblée? Non, surtout pas. Non. Je pense que déjà... Le référendum, vous êtes... Alors, le référendum, je pense qu'il sera certainement utilisé. Je ne connais pas encore la forme que souhaite le président de la République. Sur la forme, vous n'avez rien contre? Non, on en a vécu d'autres. Je pense que c'est une... Justement, on a des expériences. Mais je ne pense pas qu'il se fasse avec les élections européennes, ce serait une erreur. Il se fera après, je pense, après ces élections. Et donc, j'imagine que le président de la République va tenir compte des remontées dès le 15 mars du grand débat et choisira ensuite de faire un référendum, j'imagine, peut-être avant l'été.
Vous n'avez pas une idée d'institution nouvelle qui serait nécessaire, enfin qui serait utile? Mais non, on a assez de millefeuilles, on crée des structures, on ne démonte pas les anciennes. Il y a des communes, on a créé des communautés de communes, des départements, on a créé des régions, on a créé des grandes régions. D'accord. Donc, alors, sur ce coup-là, vous êtes plutôt aménageur que créateur. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Et puis essayer d'organiser les compétences. Quand on voit la part des compétences entre le département et les régions, il y en a qui ne connaissent même pas. Bien sûr. Entre les questions de lycée, de collège, de transport. Donc voilà. Donc ah oui, juste un petit dernier truc parce que je pense à mon cher maire. Moi, j'habite Limbras et il fait état du ras-le-bol de certains maires. Vous en avez entendu causer, ça, les gens disant je ne vais pas me représenter? Oui, parce qu'en fait, les maires des petites communes ont été contraints par la loi NOTRe, qui n'est pas de notre gouvernement, du précédent, de s'organiser différemment, de faire des communes nouvelles. Donc moi, je crois que j'ai assisté... Vous parliez de compétences, ils sont au courant. Des compétences qui ont été transférées à la communauté d'agglo, aux communautés de communes. Moi, j'ai assisté à la création d'une commune nouvelle à Morez, par exemple. Bon, mais ça s'est très bien passé. Les gens étaient intéressés par ce nouveau challenge. Il faut noter aussi que les communautés de communes, comme la CAB à Bergerac, ont permis des améliorations. Alors, que des maires aient perdu leurs compétences, peut-être dans leur commune, mais reconnaissons que la communauté d'agglomération de Bergerac, la CAB, a permis de faire des avancées qui n'auraient pas été faites. Je m'explique. J'ai parlé de la voie verte tout à l'heure, 9 millions d'euros. Je parle de la maison du tourisme, du vin et de Cyrano de Bergerac, 3 millions d'euros. Je parle de cœur de ville, pareil. Donc, la piscine aqualudique, pareil. Donc, c'est 4 projets importants qui ont été votés en commun par les différents intercommunales. Voilà, il y a 60 000 habitants dans cette circo qui sont intéressés, c'est pas rien. Et c'est des projets qui ont vu le jour en quelques mois. Moi, je suis sûr que Bergerac, en 2020, on aura un autre visage. Ces infrastructures que je viens de citer vont apporter du tonus à Bergerac. Et je suis sûr qu'on aura une autre vision de notre ville en 2020. Et quand le musée, par exemple, Cyrano de Bergerac sera ouvert, parce qu'il n'ouvrira que l'année prochaine, j'imagine, les travaux ont pris un peu de retard, mais c'est un fait. Et vous voyez ça plutôt dans l'air du temps que comme un signe de malaise. Enfin, c'est plutôt parce qu'on est en transition, pas seulement écologique, mais peut-être aussi politique. Oui, mais c'est bien, il y a des changements de génération. Moi, la transition écologique, je la défends. L'évolution de la ville de Bergerac, ou même du département, moi je veux en faire un territoire vertueux. On n'a pas parlé d'agriculture, mais je souhaite aussi réduction des pesticides. L'interprofession s'est engagée sur le projet TIGA, qui est un projet de réduction des pesticides. Donc, tout ça, ça peut donner une image vertueuse à notre département, positif pour le no-tourisme, positif pour le tourisme tout court, positif aussi pour la santé des gens. C'est sûr que la vertu, ça nous plaît beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait de députés qui demandent à faire un département vicieux. Oui, bien sûr, mais enfin, encore faut-il le faire. Et nous, on a tous les critères pour le faire. Je suis désolé. On est 16% en bio en viticulture, alors que Bordeaux est à 6%. Donc on a une avance déjà conséquente. Il faut la faire valoir. Et il faut aller encore plus loin. Bah justement, on peut parler peut-être de renoncement du programme présidentiel. On a commencé par le glyphosate. Je voudrais terminer par le glyphosate, puisqu'on parlait de la transition écologique. Le fait qu'il y ait un recul, tu es d'accord, il y a un recul, puisqu'il y aurait une interdiction partielle éventuelle en 2021 du glyphosate. Donc par rapport à l'engagement du président, il y a un certain recul, renoncement, bon peu importe. Il y a 3 jours, non, c'était le 13 février, je ne sais pas si tu y étais, il y a une proposition de loi de la France Insoumise pour l'interdiction dès 2020 du glyphosate. Et j'ai regardé la vidéo, c'était à la Commission des Affaires économiques, je crois. J'en fais partie, même. Et il me semble que cette proposition de loi a été rejetée. Oui, mais là, c'est un jeu politique. Alors, vas-y, il faut savoir comment ça fonctionne à l'Assemblée. C'est un jeu politique. Ils ont fait
sachant qu'ils savaient très bien qu'on a décidé d'un projet à 3 ans. Oui. La France Insoumise nous a mis cet amendement pour nous chatouiller. Ils savaient très bien qu'on n'allait pas le voter ou qu'on allait le remanier. Donc il a été décidé que... Mais pourquoi pas 2020? Pourquoi attendre? Si, mais alors je m'explique. Je suis moi membre de la mission d'information sur l'abandon du glyphosate à 3 ans. Okay. Donc on y travaille, on fait des auditions, on reçoit des spécialistes de la santé, de la recherche, la CNRS, l'INRA, etc. Donc laissons faire ce travail. Et bien entendu, la date butoir, c'est toujours 3 ans, 2020, 2021, je ne sais pas quand ça tombe. 21. Mais simplement, le président de la République a voulu dire qu'il y aurait peut-être dans cette application quelques dérogations dans certaines cultures en pente où l'agriculture ne peut pas faire autrement. Mais bon, je pense que les agriculteurs sont assez intelligents et leurs syndicats agricoles avec pour trouver des alternatives. On sait très bien que nous dans notre département, c'est plus facile que dans d'autres. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se passer du glyphosate dans certaines cultures, notamment en viticulture. Oui. La mécanisation peut le permettre. Il n'y a pas de grands céréaliers ici. Voilà, il n'y a pas de grands céréaliers chez nous. En revanche, je suis pour les accompagnements, parce que ça va coûter plus cher, ça va coûter du temps de travail, ça va coûter de la mécanisation, de la robotique. Et là-dessus, je suis pour les accompagnements. Et là, je reviens à ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. La transition écologique, c'est un plan européen qu'il faudrait engager. Et là, on en parlera, j'espère, dans la campagne des élections européennes. C'est un plan européen du niveau de la PAC, politique agricole commune. Faisons une forme de PAC écologique en Europe, avec des budgets adéquats, des aides et des accompagnements pour que les agriculteurs puissent justement faire cette mutation. Une PAC écologique, c'est un peu contradictoire, parce qu'on est dans le productivisme le plus échevelé avec la PAC. Non, mais il y a un plan... Non, on n'est pas... Alors, par exemple, je suis pour la plantation de cépages résistants. Et pourquoi l'Europe n'aiderait pas on a aidé les plantations de vignes. Cépage résistant, ça veut dire des OGM? Non. Attends, parce que cépage résistant, qu'est-ce que tu entends? Chaque fois j'ai la question, ce sont des croisements de plantes, d'anciennes plantes, etc. Ça existe. À Bergerac, nous avons un vignoble exemplaire, c'est Château Grinou de la famille Cuissé. À Bordeaux, il y en a un autre qui existe. Il y en a aussi dans le Languedoc. Donc il y a plusieurs. Hier, j'étais au salon des vins à Paris, salon professionnel à Vigny Sud. Wine Paris, ça s'appelle. J'ai rencontré la coopérative de Buzet qui a aussi fait de gros efforts en matière d'écologie et qui plante 5 hectares de cépages résistants. Donc voilà, ça existe, on sait le faire. L'INRA sait le faire depuis longtemps. Je pense qu'il y avait des blocages, voire des lobbyistes qui empêchaient d'avancer. Il faut enfreindre ces blocages et que l'Europe s'engage dans cette voie. Et l'Europe est aussi concernée par le PPE, là, le plan pluriannuel de l'énergie. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Et donc, c'est lié. Moi, je pense que l'Europe doit s'engager avec des budgets conséquents, type le plan Marshall, pourquoi pas, en matière d'écologie. Je parlais de l'hydrogène tout à l'heure. Et il faudrait pas 1 milliard, c'est 100 milliards qu'il faut sur l'Europe. Mais ils peuvent, ils y sont. On les a bien trouvés en 2008 quand il y a eu la crise, les milliards pour les banques. Donc on est capable de les trouver aujourd'hui pour les Français, pour les Européens. Dieu vous entende. Et pareil, et donc pareil pour la transition écologique en agriculture et pour le reste pareil, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, il y a des entreprises qui polluent. Je travaille aussi sur des entreprises qui rejettent du gaz carbonique et de l'hydrogène. Alors ça, l'hydrogène, si on pouvait le capter, à Bordeaux, il y a une entreprise qui rejette beaucoup d'hydrogène, il suffit, ce qu'on appelle l'hydrogène fatal, il suffit de le capter pour le produire en énergie ensuite. Vous avez, je me suis occupé beaucoup de Condat, même si ce n'est pas ma circo, pour aider ma collègue Jacqueline Dubois sur ce dossier où il y avait quand même pas mal d'emplois en jeu. Donc il semble que les investisseurs, enfin le fonds d'investissement qui s'occupe de Condat, ait compris qu'il fallait s'adapter. Et là, on a trouvé 35 millions, entre guillemets, 35 millions d'euros à travers des ministères après maintes réunions à Bercy pour relancer cette entreprise qui rejette beaucoup de CO2. Et là aussi, moi j'ai fait venir des chercheurs, on est capable de transformer le CO2 en énergie. Donc il y a des solutions, derrière il faut beaucoup d'argent, mais c'est possible. D'accord. Très bien. Pas d'autres questions. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à la prochaine. À la prochaine. Moi, je peux venir plus souvent. Je ne vais pas attendre. Tous les 6 mois, quand je fais mon journal, je viens.